Bonsoir, chers collègues, chères Gévoises, chers Gévois, chers représentants de la presse. Bienvenue à notre premier conseil communal de l'année 2026. Il est encore temps pour moi de vous adresser mes plus chaleureux vœux de santé, de prospérité et de bien-être pour notre commune. Avant de démarrer avec notre ordre du jour, je vais passer la parole à Monsieur le bourgmestre. Nous allons observer une minute de silence suite au décès de Monsieur Christian de Glim. Merci Madame la Présidente. Effectivement, on a dû regretter le décès d'une personnalité extrêmement importante pour notre commune qui a marqué l'histoire de notre institution communale puisque Christian était directeur de l'école de l'Envol qui l'a véritablement porté dans son envol. C'est lui qui a véritablement œuvré au développement de cette école, en plus d'être une personne extrêmement attachante, engagée et particulièrement investie. Il a vraiment amené de tout son cœur et de tout son professionnalisme ce que je qualifierais d'une vraie œuvre de vie, c'est-à-dire le développement d'une école. Et à ce titre, je voudrais que nous puissions toutes et tous bien marquer une minute de silence en sa mémoire et que nous adressions à sa famille et ses proches nos plus sincères condoléances et nos vœux de courage dans cette situation difficile. Merci. Nous allons pouvoir démarrer notre séance publique. Juste avant de... Monsieur Balthazar. Merci Madame la Présidente. Juste pour excuser Monsieur Lacroix pour des soucis de santé, qui n'est pas présent aujourd'hui. Merci. Merci. Donc avant de démarrer l'ordre du jour, simplement signaler que la séance d'aujourd'hui est enregistrée, qu'elle ne peut pas être rediffusée en direct, mais elle sera rediffusée sur la chaîne YouTube, j'imagine, en fin de semaine. Voilà, vous serez informés, j'imagine, sur les canaux de communication de la commune quand la séance est visionnable. Donc il y a toujours un souci avec le système de rediffusion en direct. Voilà. Elle s'enregistre, mais on ne sait pas la diffuser en direct. Voilà, je propose qu'on démarre. Avant de démarrer l'ordre du jour, simplement vous signaler que le point 4 va devoir être reporté, mais je passerai la parole à Monsieur Léchevin en temps voulu pour qu'il nous explique les raisons de ce report. Le premier point de notre ordre du jour concerne les finances et la deuxième modification budgétaire du budget 2025. Il s'agit d'une simple information que va nous présenter Monsieur le bourgmestre. Oui, merci Madame la Présidente, chers collègues. Donc c'est toujours un peu en décalage. Donc ici on parle bien de la modification budgétaire numéro 2, 2025, donc que nous avons voté au mois de novembre. Et donc retour de la tutelle maintenant. Donc on ne parle pas du budget 26, hein. On aura le retour, on l'espère, le plus vite possible. On l'espérait d'ailleurs aujourd'hui, mais on y reviendra tout à l'heure au point 4. Ici, il s'agit bien de la modification budgétaire numéro 2. Globalement, il y a un mouvement à retenir, une correction qui a été faite par la tutelle sur les recettes estimées au précompte immobilier en 2024, avec une correction à la baisse et qui est contrebalancée par des recettes complémentaires en 2025. Donc voilà, pour dire simplement, on a touché moins au précompte immobilier que prévu. Il y a une différence de 40 000 € l'un dans l'autre de manque à gagner qu'on espère récupérer en 2026. Mais donc, dans l'aventure, on a perdu une recette de 40 000 € qui est
à surveiller de près, j'ai envie de dire, parce que le précompte immobilier, c'est une de nos principales ressources. Et on sait que depuis que c'était enrôlé par la région wallonne, on a toute une série de surprises. Il faudra voir comment ça évolue dans le temps, parce qu'il va falloir pouvoir stabiliser les perspectives d'avenir. Les autres différences, ce sont des montants légers qui ne changent pas le résultat général. S'il y avait des questions techniques, je me permettrai de les renvoyer au service des finances. Merci, Monsieur le bourgmestre. Y a-t-il des questions sur cette information? Non. Le point 2 concerne l'approbation des autorités de tutelle concernant les règlements taxes et redevances. Il s'agit également d'une simple information. Et Monsieur le bourgmestre va nous en dire un mot également. Oui, donc tous les règlements taxes et ou redevances que nous avons adoptés en octobre, novembre, décembre de l'année dernière ont été validés par... comment est-ce qu'on dit, consomption du délai. Et donc, tous les règlements sont donc maintenant applicables, ce qui est une très bonne nouvelle, puisque voilà, il n'y a pas de difficulté et la tutelle n'a pas jugé opportun d'annuler ou de corriger les règlements qui avaient été parfaitement, ou en tout cas de manière très qualitative, écrits par les services, et on les en remercie. Merci, Monsieur le bourgmestre. Pas de questions, je vois, non. Le point 3 concerne un point patrimoine et une avancée dans le dossier de la vente du presbytère de Soré. Et Monsieur Léchevin va nous présenter ce point. Merci, Madame la Présidente. Merci, chers collègues. Donc, on est sur la vente du presbytère qui a quand même fait des allers-retours. Souvenez-vous, en 2023, il y avait une décision qui a été prise de vendre le presbytère. Nous avions une estimation de travaux réalisés par le BEP qui était mirobolante, qui tournait entre 500 et 800 000 euros. Donc, décision avait été prise de vendre le presbytère. Le CAI avait estimé celui-ci à 305 000. On l'a mis en vente via une immobilière qui a fait l'objet d'un marché public, une immobilière gévoise. On avait une offre à 275 000. On avait passé au Conseil le fait qu'on vendait à un prix plus bas que celui estimé par le CAI. On a attendu pendant plusieurs mois. Et pour finir, la personne qui a fait la proposition n'a pas eu son prêt. Donc après, on l'a remis en vente. Et donc, on a eu plusieurs prix. 180 000, 225, 245. Et le dernier qu'on a reçu début janvier est de 254 000 euros. Et donc, il s'avère qu'on vous propose de vendre ce presbytère au prix de 254 000 euros, qui est un peu plus bas que la dernière estimation qui a été faite par le CAI. Ici, on va demander au CAI, et on va en tout cas argumenter le fait que ça fait 2 ans que le bâtiment est inoccupé, que c'est pas évident, qu'il est en train de se dévaluer, qu'on doit chauffer, que les travaux vont être encore plus chers. Et on a remarqué que malgré les tendances de l'immobilier à monter, ici, on est plutôt sur une tendance à diminuer. Donc, je crois qu'il faut arrêter. Le collège a décidé d'arrêter l'hémorragie et de procéder, si vous êtes d'accord, à accepter l'offre à 254 000 et de charger le collège de formalité de vente de ce bien. On demandera au CAI de traiter les dossiers de vente. Merci, Monsieur Léchevin. Y a-t-il des questions sur ce point? Oui, Madame Deschamps. Voilà. On se demande ce qui s'est passé dans la vente de ce bien, parce qu'il me manque de logique par rapport aux estimations. Une estimation faite par le CAI à 305 000 en 2023, qui maintenant était passée à 275 000 début 2025, qui maintenant, au niveau des offres, ça descend encore, 254 000. Donc ça veut dire qu'il y a une perte de 50 000 euros pour la commune. Que s'est-il passé? Est-ce qu'il y a un problème de prudence au niveau de la gestion de ce bien? Est-ce qu'il y a une mauvaise estimation du CAI? Alors là, il faudrait revoir leurs compétences, parce que c'est quand même problématique si on doit se fier aux estimations du CAI et que finalement les communes perdent de l'argent parce qu'il y a une surestimation du bien. Donc voilà, il y a
un manque de sérieux par rapport à cette estimation. Donc, surtout que cette maison a un certain potentiel, hein, puisque bon, il y a quand même 4 chambres, il y a plusieurs salles de bain, il y a la possibilité de le diviser en plusieurs unités de logement, donc il y a un vrai potentiel. Est-ce que tout a été fait? Enfin, il y a aussi le problème du choix peut-être de l'agence qui vend le bien, de l'immobilière. Est-ce qu'elle a bien mis, est-ce que cette agence a bien valorisé le bien? Moi, j'ai pu en tout cas relever quelques défauts au niveau des publications, puisque déjà le PEB, d'un côté on voit PEBD, de l'autre côté PEBG, enfin bon, voilà. Qu'en est-il exactement? Quelle est aussi la stratégie, donc les choix qui ont été décidés, les choix qui ont été émis? Était-il judicieux par rapport à la vente de ce bien? Les réseaux qui ont été sélectionnés sont-ils les bons? Voilà. En gros. Monsieur Leschamps, vous souhaitez répondre? Oui. Mais, premièrement, le conseil communal a voté à l'unanimité le fait de vendre ce bien, tout simplement parce que l'estimation qui a été faite au niveau des travaux par le BEP était phénoménale. On a encore les offres et c'était chiffré entre 500 000 et 800 000 euros de travaux. Donc là, c'était impossible, de même pour 3 appartements, comme vous dites, il y a 4 chambres, c'est impayable. Si ce n'est pas un privé qui le fait, c'est impayable. Et là, le conseil a voté à l'unanimité en son temps. Deuxièmement, au niveau du choix de l'immobilière, on a fait un marché public. Donc, on a contacté les immobilières principales de notre région et on a comparé les offres, la publicité qu'ils proposaient, les relais, etc. Et donc, celle qui a proposé notamment un pourcentage le plus bas avec une campagne satisfaisante, c'était celle que nous avons choisie ici, une Gévoise. Donc là, je ne crois pas qu'on peut remettre en cause l'immobilière. Elle a travaillé, bien travaillé, fait beaucoup de publicité. On a eu des offres, on a encore eu 4 ici. Donc on voit qu'on a des offres, mais on a des offres basses. Pourquoi? Parce que les travaux sont énormes. Et en attendant les années passent, c'est chaque fois les travaux qui seront de plus en plus élevés, vu notamment l'humidité dans le bâtiment. Alors, ce n'est pas un bâtiment exceptionnel. Hein. C'est un bâtiment où il n'y a presque pas de terrain. Hein. Il y a 5, combien? 7 arts. 7 arts, c'est rien du tout. Normalement, il faut 10 arts pour construire une maison. Si, c'est 8 à 12 logements par hectare. Mais de toute façon, ils ont l'autorisation, je ne remets pas en cause, je dis, ils ont l'autorisation de faire plusieurs logements. Et donc, on s'aperçoit que la campagne a été faite pour vendre, on n'a pas d'offre. Le CAI a estimé, puis il a revu un petit peu à la baisse de 305 000, il est revenu à 275 000. Pourquoi? Parce qu'on lui a dit qu'il n'y avait pas beaucoup de terrain. Et il s'est dit, oui, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de terrain. Ils ont dit, on va descendre à 275 000. Et donc voilà, nous, on n'a pas d'offre. On laisse le privé faire, on en fait aussi, on met de la publicité dans G20, etc. Et donc, voilà, c'est un bâtiment qu'on ne sait pas vendre. Et vous savez, il y a des opportunités et parfois il n'y en a pas. Le presbytère de Altine, on a vendu beaucoup plus cher que prévu parce qu'on a une opportunité que le voisin qui souhaitait absolument avoir ce bâtiment-là. Ici, c'est un bâtiment qui n'est pas très bien mis, beaucoup de travaux, peu de terrain, peu de potentiel. En tout cas, si on ne met pas 500 000 euros de travaux. Donc, c'est ça qui fait reculer. Et la personne qui a émis 275 000, elle avait demandé un prêt de 105 000, qui est déjà très faible, insuffisant. Et malgré ça, elle n'a pas eu son crédit à la région Wallonne. Donc, voilà. Donc, ici, mais je ne crois pas qu'il y ait eu une mauvaise estimation du CAI. 305 000, c'était une estimation peut-être un peu haute. Ils l'ont revu un an après à 275 000. Après, il faut arrêter. Hein. Ici, à 254 000, je crois qu'il est temps de le vendre. Et ce n'est pas un prix super élevé, mais c'est, je pense, le prix réel. Et on n'aura pas grand-chose quand on voit les 4 prix, les 3 autres offres qu'on a reçues. 180 000, 225, 245. C'est tout. Ici, il faut arrêter. Il faut être raisonnable et dire on le vend à ce prix-là. Et pas dire 305 000, c'était ou mal estimé. Moi, je ne juge pas, en tout cas, je ne vais pas juger CAI parce qu'on est très, très satisfait de leur travail pour chaque fois qu'on passe par eux. Et on passe toujours par eux.
Et donc, ici, ben, voilà, c'est un bâtiment qui est un petit peu difficile à vendre. Merci, monsieur le bourgmestre. Madame Deschamps, encore une question? Oui, donc je voudrais bien répondre à Philippe sur sa réponse. Voilà. Les 305 000 du CAI, c'est quand même une agence qui devrait estimer à sa juste valeur un bien. Alors, je ne sais pas s'il y a eu des expertises, des contre-expertises pour pouvoir diminuer le montant de ce bien. Moi, si on expertise ma maison à un certain montant, et généralement, bien, quand quelqu'un vend un bien, il demande plusieurs estimations avant de fixer le prix. Donc ici, ben, j'estime que l'estimation devait déjà être correcte au départ. Bon, voilà. Ça a été revu 1 an plus tard, puis ça a été revu, et maintenant, il y aura une nouvelle révision. Ça veut dire que, comme tu l'as tellement bien dit, ça fait 2 ans que ce bien est en vente, plus de 2 ans, ça fait 2 hivers qu'il est passé sans être habité, donc forcément, le bien, même s'il est légèrement chauffé, puisque bon, vous l'entretenez quand même, forcément, le bien se dégrade. Donc, c'est peut-être une des raisons, mais ça ne suffit pas. Ça veut dire que, qu'en est-il des choix qui ont été faits au départ? Et bon, oui, je suis d'accord, il y a eu un appel, un marché public pour la vente du bien. Maintenant, est-ce que les critères ont bien été analysés? Est-ce qu'il y a eu une gestion assez prudente à ce niveau-là? Ben, voilà, on se pose quand même les questions, puisqu'il y a des erreurs dans l'annonce. Il a été remis en vente, je ne sais pas dans quel délai, puisque ça, je n'ai pas pu trouver le renseignement. En tout cas, entre les délais entre les estimations du CAI et la mise en vente, bien, il y a plus de 6 mois, il y a 6 ou 7 mois de délai. Rebelote pour la seconde estimation. Donc, ça veut dire que l'agence soit a été lente dans sa mise en vente, soit c'est la commune qui a donné trop tardivement l'ordre de vente. Voilà. Ça, alors, au niveau du terrain, je n'ai rien vu dans son annonce au niveau du terrain, donc on ne parle même pas de l'extérieur, alors qu'il y a 7 arts, mais 7 arts, bah, chez moi il y a 5 arts, c'est bien suffisant, et logiquement, on construit sur 5 arts. Bah, voilà. Monsieur le bourgmestre ou monsieur Leschevin? Oui, moi je voulais 3 choses. Les délais que vous annoncez, je ne comprends pas comment vous annoncez ça. Ça passe au conseil communal. On décide au conseil de diminuer le prix de vente à 275 000. Ça passe au conseil. Pendant ce temps-là, on attend que la banque, 3 mois, c'est ce qu'il y a comme condition suspensive, que sa banque, l'acheteur, donne un avis. Donc nous, on attend. On a prolongé de 2 mois, puisque, à première vue, c'était la région avait pris du retard et nous demandait qu'on mette 2 mois en plus pour attendre la décision. Ça fait les 5 mois que vous parlez. Il n'y a aucune faute ni du conseil, ni du collège, ni de l'agence. On a attendu 5 mois de voir que la personne puisse obtenir son prêt. Il ne l'a pas obtenu. Ici, vous dites qu'on va encore refaire une révision. Non, ce n'est pas une révision. Ici, ce qu'on dit, le conseil décide de vente à 254 000. On a les arguments. On ne redemande pas au CAI et on ne remotive pas au CAI. On va juste dire, voilà, nos motivations pour le prix de 254 000 € sont celles qui sont énoncées ici et que vous avez annoncées. Et donc, on ne va pas demander au CAI. Le CAI va regarder notre condition. S'il nous attaque, il nous attaquera jamais. Donc nous, on ne redemande pas une évaluation au CAI. On vous demande, conseil, de dire est-ce que vous êtes d'accord de vente à 254 000 € et on ne repasse pas au CAI. Alors, la dernière estimation, remettant en cause une agence, écoutez, c'est quand même une agence qui a pignon sur rue, qui travaille bien. On a demandé des avis à d'autres agences simplement indicatifs et le prix était plus bas. Alors, ce n'est pas une catastrophe quand même. Hein. On diminue de 10% le prix de base. Hein. Ce n'est pas comme si on diminuait de 50%. Hein. On part de 370, on arrive à 275, 254. 10%, on n'avait rien dit sur le presbytère d'Altine. Excusez-moi, chers collègues. Ouais. Est-ce que vous pourriez demander la parole avant de la prendre?
Pardon. Moi, je l'ai. Oui, monsieur Leschevin, terminé. Donc, Ouais. on n'a rien dit. C'était une bonne nouvelle quand on a eu le presbytère d'Altine qu'on a vendu à 25% plus cher que ce qui était estimé. Donc, il faut une estimation. Le CAI est un organe régional compétent et on ne demande pas pour l'estimation des agences ou des notaires. On travaille comme ça. On peut travailler autrement, mais alors on paye des agences, on paye des notaires. Et ici, chaque fois qu'on a travaillé sur une vente de biens ou un achat, le CAI a donné des valeurs tout à fait acceptables et souvent réalistes et qui nous obligeaient, nous conseils et collèges, à respecter. Quand un CAI donne un prix, on ne peut pas vendre en dessous de ce qu'il a donné et quand il donne un prix d'achat, on ne peut pas aller au-dessus du prix qu'il a donné, sauf en motivant. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Monsieur le bourgmestre, une dernière réaction? Oui, je userai de mon droit de parole, Madame la Présidente, pour autant que le règlement soit appliqué. Moi aussi, je regrette, Madame Deschamps, que le prix soit plus bas que l'estimation, mais dans la procédure qu'on a suivie, je ne vois pas d'erreur. C'est-à-dire que la seule malheureuse chose qui soit passée, c'est que les premiers acheteurs n'ont pas eu leur crédit. Fallait-il leur laisser 15 jours et puis remettre le bien en vente immédiatement? Ça, on peut encore nous dire, oui, vous avez espéré trop longtemps, 4 mois qu'ils aient leur crédit, mais c'était un crédit via la région wallonne et c'était une procédure un peu longue. Mais pour le reste, je ne vois pas très bien où vous voulez en venir. Donc, soit vous pointez une responsabilité, soit vous faites une proposition alternative, c'est-à-dire, voulez-vous, nous, collège, on est aux ordres du conseil. Si vous voulez qu'on laisse ce bien en vente, qu'on change d'immobilière et qu'on le laisse encore sur le marché, on veut bien, il n'y a pas de problème. Mais au bout de 2 ans, notre analyse, c'est qu'il est temps de le vendre à un prix qui est plutôt correct, plus bas que ce qu'on pensait, plus bas que ce qu'on espérait, mais dans le cadre d'une procédure qui a été menée correctement. Il faut juste aller voir le bâtiment de l'intérieur pour se rendre compte que c'est un bien spécial parce que c'est vraiment un bien qui nécessite énormément de travaux. Ça, Leschevin l'a rappelé. Mais moi, en tout cas, comme Leschevin des Finances, je conseille au Conseil d'accepter cette offre et de revoir l'estimation parce que je crains que chaque saison qui passe ne dévalue encore un peu plus ce bien. Et je crois qu'il vaut mieux accepter 254 que de se retrouver à l'automne prochain avec une offre à 220 et puis à 200 000, et voilà. Mais comme vous, je regrette que le prix soit plus bas. Monsieur Balthazar. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Bourgmestre. Je pense que les questionnements de ma collègue sont totalement fondés, parce que la question qu'on se pose, c'est effectivement, GF est relativement prisé. Les prix ne font que de monter, je ne vais même pas dire d'année en année, c'est quasiment de mois en mois. Et donc, la question qu'on a, c'est, oui, on a parfois il y a tous des questionnements parce qu'on se demande si, au bout du compte, on ne brade pas un peu. Alors, après, j'entends que dans le temps abîme le bâtiment, on peut l'entendre aussi. Mais à un moment donné, quand on voit, moi je ne connais personne qui vend sur GF moins qu'une estimation. J'ai travaillé dans le bancaire pendant 10 ans. GF, c'est prisé et on se retrouve partout avec des prix qui justement flambent en règle générale. Et ce que parfois font les immobilières, c'est parfois faire jouer la concurrence d'un client à l'autre. Alors est-ce que ça a été fait ou pas? Est-ce que ça on a le droit de le faire? Ça c'est autre chose. Monsieur le bourgmestre, allez-y. Merci Madame la Présidente. Donc je répète ma question. Quelle est votre analyse de la situation? Et que faut-il faire? Parce que, donc soit l'estimation a été mal faite, voilà, point, on en prend acte. Mais au bout de 2 ans, les 2 plus belles offres qu'on ait eues, c'est les 2 qu'on vous a présentées. La première, voilà, malheureusement, le crédit n'a pas été accordé aux acheteurs. Et puis maintenant, ça fait 3 mois qu'il est en vente à nouveau. Et la meilleure offre qu'on a, c'est 254 000. Donc, qu'est-ce qu'il faut en tirer comme conclusion? On vient de vous le dire. A priori, d'après nous, c'est simplement que ce bien est difficile à vendre, qu'il est particulier, qu'il va coûter énormément à la rénovation et que, je vous rappelle un chiffre, Madame Pistrin s'en souvient, si nous on avait dû le rénover pour maintenir les 3 appartements qu'il y avait dedans, l'estimation du BEP, tarif public, donc il faut imaginer que pour le privé c'est toujours un peu moins cher, il fallait 800 000 € pour
réhabiliter l'ensemble de ce bâtiment, dont la toiture est à refaire, les châssis sont à refaire, les briques doivent être hydrofugées, etc. Donc il y a vraiment un gros travail derrière ce bâtiment. Et peut-être que l'estimation, elle est un peu théorique, c'est-à-dire on prend le nombre de mètres carrés, on regarde le bien, sa situation, le nombre d'arts, et puis on estime que c'est 275. En fait, la réalité du marché nous montre que c'est un petit peu plus bas. Mais si vous voulez, on continue à le laisser en vente encore 3 mois et on voit ce qui se passe. Hein. Mais en tout cas, le collège, c'est pas nous qui faisons le travail de l'agence immobilière. On peut pas nous reprocher, nous, de ne pas faire assez de pub ou quoi que ce soit. Si c'était une maison à 200 000 euros, toute rénovée, avec des nouveaux châssis, elle serait partie plus cher que ce qui est. Voilà, c'est complexe. Monsieur Balthazar, encore une intervention? Oui, pour répondre à Monsieur le bourgmestre, oui, j'entends bien votre position, elle est respectable, mais à un moment donné, je ne sais plus qui a dit tout à l'heure autour de la table que si on continue à attendre, ça allait encore baisser. Non. Je ne pense pas que ça va encore baisser. À un moment donné, l'immobilier à Gèvres, surtout à Gèvres, est prisé et ne fait que de monter. À un moment donné, je pense qu'il y a peut-être une mise en valeur du bien qui a été faite ou pas faite, j'en sais rien. Ça, je ne veux pas juger ça. Mais l'immobilier à Gèvres ne peut pas baisser, comme l'a dit ma collègue, de X% et continuer à baisser de X%. Ça, en tout cas, moi, je n'ai jamais vu ça dans l'immobilier genevois. Monsieur Léchevin. Si, Monsieur Balthazar, on est sur un bâtiment très spécial. Je crois que, je ne vois pas, on peut comparer un deuxième presbytère à Gèvres. Comprenez-vous, donc il ne faut pas comparer des pommes avec des poires. On n'est pas sur des bâtiments résidentiels, on est sur un presbytère avec très peu de terrain, où on tolère déjà peut-être plus d'habitations que d'une. Normalement, ce serait une, il y a 5 ans. Et on a accepté là-bas d'en mettre peut-être plus le cas échéant. Plus on va attendre, plus ça va s'abîmer, et donc plus la valeur d'achat va diminuer, elle ne va pas monter. Si un bien qui s'abîme, on ne va pas le vendre plus cher parce qu'il s'abîme. Et donc on entend 800 000 euros de travaux, on avait estimé entre 500 et 800. Quand on dit on a estimé, on n'a pas tiré ça comme ça. Hein. C'est le BEP qui a fait une vraie estimation pour le CPAS, parce qu'à un moment donné, l'idée était de dire on le garderait bien au niveau CPAS, faire les travaux avec 800 000 euros, mais 800 000 euros, mais il vaut mieux reconstruire. Hein. C'est ça qui est envisagé d'ailleurs. L'estimation du BEP, c'était 800. Ils étaient entre 500 et 800, c'est ce que j'ai dit dans le truc. Et donc, mais même 500 000 de travaux, mais vous vous rendez compte, 500 000, c'est 2 fois le prix du bâtiment. Voilà, comme disait Monsieur le bourgmestre, si vous pensez qu'on va pouvoir le vendre plus cher, Monsieur Léchevin, est-ce que vous avez fini? Oui. Excusez-moi, j'ai vu une demande de parole de Madame Damar. Oui, moi je voulais juste rappeler un principe de base de l'économie, c'est l'offre et la demande en fait. S'il n'y a pas de demande, les prix baissent. Et c'est exactement ce qui se passe ici. L'offre est faible parce que le bien est spécial et que la demande est faible. Donc au final, il est logique que le prix baisse. Et si on le laisse en vente, il va évidemment se dévaluer. C'est tout à fait logique. Enfin, c'est vraiment un principe de base. Donc, honnêtement, je pense que le laisser en vente ne va pas nécessairement créer un appel d'air pour de nouvelles offres. Au contraire. Y a-t-il un autre conseiller ou une autre conseillère qui souhaite user de son droit de parole? Juste pour aller dans le sens de la conseillère Mme Damar, mais on a quand même eu 4 prix entre le 20 novembre et le 13 janvier. 4 prix, 4 offres, 180, 225, 245, 254. C'est pas comme s'il n'y avait pas d'intérêt. Il y a des gens qui ont de l'intérêt, mais qui disent, comme disait Géraldine, il y a une demande à un prix bas, vu les travaux qui sont élevés. Non. Si on veut prendre le risque au niveau du conseil de prolonger, pourquoi pas. Changer d'immobilière, pourquoi pas, on peut. Mais ça veut dire qu'on doit refaire un marché public, 3 mois, enfin, à peu près. Donc on est reparti.
Madame Deschamps, est-ce que vous avez une proposition à faire? Alors, proposition constructive, nous on veut bien être constructive autour de la table, hein, c'est pas ça le problème, mais ici on est quand même face à une situation dramatique. Vous l'avez dit vous-même, ben, oui. Le temps, ça a pris plus de 2 ans, hein, plus de 2 ans. On va perdre 50 000 euros. Alors, le souci, c'était l'estimation de départ. À partir du moment où on nous annonce 305 000 au départ, et puis maintenant qu'on est à 254 000, une perte de 50 000, c'est normal qu'on réagisse. C'est quand même bien aussi le rôle de la minorité, voilà, de l'opposition. Voilà. Donc, ben, on ne met pas les bâtons dans les roues, là, mais on n'a pas toutes les données en main et on n'a pas géré le dossier depuis le début que pour pouvoir amener des propositions ou des suggestions. Voilà. Donc, ben, on va s'abstenir puisque une perte de 50 000 euros par rapport à une estimation qui a été faite il y a 2 ans, on trouve ça malheureux pour les finances communales. Voilà. Une dernière réponse de M. Léchevin, avant de passer au vote. Moi, je voudrais quand même soulever le fait qu'on est passé de 305 000 à 275 000 et que la minorité a accepté sans poser de problème de diminuer de 30 000 euros. Sans problème. C'est passé au Conseil. Unanimité, on n'a rien dit. Maintenant, on diminue. Mais c'est passé. Mais on n'a pas discuté comme aujourd'hui avec des mises en cause du CA et autres. On est descendu de 350 à 275, 30 000 en moins. Maintenant, on descend de 275 à 255, on diminue de 20 000, parce qu'il y a une année et demie de passé. Voilà, maintenant. La proposition, c'est quoi chez vous? Vous voulez prolonger, pointer, remettre en vente, changer d'immobilière? Ok, bon, on va passer au vote. Puisqu'on n'a pas entendu de proposition concrète, proposition alternative. Donc, je suggère que nous passions au vote donc, pour accepter l'offre à 254 000 euros pour la vente du presbytère de Soré. Qui vote pour? Donc, nous avons 13 votes pour. Qui s'abstient? 5 abstentions et donc pas de vote contre. Alors, le point suivant donc, était le point qui concernait la mission auteur de projet pour l'aménagement du parking à côté de la nouvelle implantation scolaire. Et c'est donc ce point-là qui va être reporté. Et je laisse M. Léchevin nous en dire un mot. Merci Madame la Présidente. En fait, on avait fait le travail, et c'est passé au collège, de faire appel au service de l'INASEP pour établir le cahier de charges, le suivi des travaux, le plan de géomètre, etc., pour mettre en œuvre le parking au niveau de la nouvelle implantation de Mosaïque. Comme vous le savez, c'est passé au Conseil, on a acheté le terrain 105 000 euros, beaucoup moins cher que ce qu'on avait estimé au départ. Et ici, donc l'objectif est de faire un parking à moindre prix, moindre frais, mais qui répondrait quand même à la demande de l'école notamment. Donc on partirait sur 20-25 places. Mais il s'avère qu'ici c'est une convention, donc il faut que notre budget soit approuvé par la tutelle. Ça aurait été un marché public ou un cahier de charge, on pouvait le faire aujourd'hui, mais donc la tutelle n'a pas approuvé encore notre budget, donc on le reportera au conseil communal de mars. Merci, Monsieur Léchevin. Le point suivant concerne un marché public avec l'adhésion à la centrale d'achat pour la fourniture de gaz et d'électricité par l'intercommunal IDFIN. Et je passe la parole à Monsieur Léchevin. Oui, donc déjà les années précédentes, nous avions adhéré à la centrale d'achat d'électricité, puisque nous n'avons pas de gaz sur la commune de Gèvres, par IDFIN, qui est donc le bras financier du BEP et qui était lié à ORES. Donc on s'est renseigné parce qu'ici IDFIN relance le marché. Donc en fait c'est une centrale d'achat. C'est un achat groupé avec la plupart des communes qui font partie d'ORES et d'IDFIN. Et donc malgré que au début de l'année nous sommes retirés d'ORES pour contractualiser avec l'AIEG, donc IDFIN, donc il n'y a pas de problème pour qu'on rejoigne IDFIN pour ce marché public. Il n'y a pas de coût.
Et donc ici, c'était déjà le cas actuellement. Nous avions un contrat via EDF avec Total Énergie. Et donc l'objectif, c'est de relancer une convention avec EDF, mais qui serait valable 2 ans, renouvelable 2 ans, et donc qui porte aussi sur tout ce qui est parastatal, en tout cas lié à la commune, notamment les ABL sportifs, le CPS, c'est important aussi, tous les bâtiments comme les œuvres paroissiales, les fabriques d'église, donc pourront adhérer au marché qui aurait été préparé par EDF et qui proposera des prix d'achat d'électricité intéressants. Merci, Monsieur Léchevin. Y a-t-il des questions sur ce point? Donc, nous pouvons passer au vote pour adhérer à la centrale d'achat et signer la convention. Qui vote pour? Vote pour à l'unanimité. Merci. Alors, le point suivant concerne la rénovation du centre récréatif de Mosée et la validation de l'avant-projet par le SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. Et je passe la parole à Monsieur Léchevin. Merci Madame la Présidente, bonjour à chacune et chacun. Écoutez, j'ai du plaisir à vous parler d'un dossier qui montre le dynamisme de la commune et son souhait d'investir dans des travaux durables et utiles au plus grand nombre, puisqu'ici on va parler de la rénovation du centre récréatif de Mosée. Mais avant tout, je voulais remercier la Fondation rurale de Wallonie qui nous accompagne dans la gestion de notre opération de développement rural, et également remercier le personnel communal qui s'occupe de la gestion au quotidien de ces dossiers du développement rural, qui sont, comme vous pourrez vous en rendre compte vous-même dans quelques instants, assez complexes à suivre. Utile mais complexe. Et donc, avant d'arriver à la prise d'acte du point de ce soir, c'était peut-être de reprendre quelques éléments historiques. Donc, rappeler que le PCDR a été approuvé par le gouvernement wallon le 17 février 2022, ça remonte déjà à quelques années, que dans l'opération développement rural, nous avions une fiche qui se numérote la 1.18, qui est la rénovation du centre récréatif de Mosée en maison de village et aménagement de ses abords, que le 30 août 2023, le conseil communal avait délibéré pour approuver la demande de convention de développement rural, et que le 22 décembre de la même année, en 2023, nous avions la bonne nouvelle que la convention de faisabilité nous avait été transmise avec un engagement de subside de 680 000 € sur base d'un montant estimé à l'époque de 904 000 € environ, TVA comprise. Alors, le 26 juin 2024, le conseil communal avait désigné l'INASEP comme auteur de projet. C'est donc eux qui nous accompagnent sur ce dossier. Le 25 août 2025, le collège a validé le dépôt de la demande de permis d'urbanisme à la région chez le fonctionnaire délégué, puisqu'on ne peut pas nous-mêmes nous octroyer un permis d'urbanisme. Le 15 septembre de l'année dernière, le projet a été présenté dans son ensemble à la commission locale de développement rural, qui est donc une commission citoyenne, qui a pu faire un certain nombre de remarques et prises en compte ensuite par l'INASEP. Et tout récemment, la semaine dernière, nous avons reçu la bonne nouvelle avec l'octroi du permis d'urbanisme du fonctionnaire délégué. Maintenant, ce que nous attendons dans les jours, voire semaines au grand plus tard qui viennent, c'est la version finalisée du cahier des charges par l'INASEP, ainsi que le devis définitif de la part donc, de notre bureau d'études. Et après quoi, le dossier reviendra de manière complète au conseil communal. Mais le 29 octobre, l'avant-projet donc a été validé à la direction du développement rural, et donc il nous informait que l'avant-projet était accepté. Alors peut-être juste pour, après ce préambule de quelques dates, peut-être rappeler en quoi consiste le projet, ce qui est peut-être le plus intéressant. C'est donc on va rationaliser un certain nombre de dépenses avec le chantier qui est bien distinct mais juxtaposé de l'implantation scolaire de Mosée, puisque des sanitaires seront communs aux 2 bâtiments, mais également la chaudière à plaquettes qui va servir à chauffer 3 bâtiments, la maison des jeunes de Mosée, le centre récréatif et l'implantation scolaire. Et alors les travaux qui concernent directement la fiche développement rural, ça sera l'isolation du bâtiment par l'intérieur pour ne pas toucher à la façade du bâtiment, qui est un bâtiment pastier pour rappel. On utilisera un isolant biosourcé en chanvre. L'isolation des planchers des combles qui se fera en cellulose. Le pignon de gauche, quand on regarde la façade, sera lui isolé par l'extérieur pour ne pas perdre trop de place dans les petits locaux qui sont sur la gauche du bâtiment. Et le bardage sera refait en ardoise artificielle. Les plafonds
seront équipés de dalles acoustiques. Alors, dans le cahier des charges, vous pourrez voir qu'un désamiantage est prévu, puisque lors des réfections des appartements, il y a quelques années, de l'amiante avait été identifié sur certaines parties du bâtiment, et donc cette partie-là est bien entendu comprise dans les travaux qui seront pris en charge. Et enfin, le changement de l'ensemble des châssis du bâtiment. Voilà pour les rétroactes et le contenu de ce projet avec l'avant-projet validé par la région Wallonne. Merci, Monsieur Léchevin. Donc, il s'agit ici d'une simple prise de connaissance. Il n'y a pas de vote. Y a-t-il des questions? Madame Deschamps? Oui, je voulais demander ici, en fait, on change l'appellation du centre récréatif, puisqu'il passerait en maison-village, aménagement à bord, ou si j'ai bien compris, c'est ça qu'on vote aujourd'hui pour pouvoir bénéficier de ce subside? Il n'y a pas de vote aujourd'hui, c'est une simple... Non, pas voter, puisque c'est... Non, d'accord. Information. Une information, mais je veux dire, l'information porte là-dessus, pour pouvoir bénéficier de ce subside. Monsieur Léchevin? OK. Mais écoute, Karine, je vais t'avouer que quand je me suis replongé dans le dossier et l'intitulé exact de la fiche, je me suis posé, alors pas tout à fait la même question que toi, je me suis dit, tiens, est-ce qu'on va changer le nom? Alors on ne change pas le nom, simplement centre récréatif, ça ne veut pas dire toujours ce que c'est, et donc maison de village, c'est peut-être plus parlant, mais donc voilà, on va garder notre centre récréatif de Mauzet, qui serait une maison de village, mais ça n'a rien à voir avec l'obtention des subsides. Les subsides nous ont été promis en 2023, donc ça, on sait que l'enveloppe est réservée. La ministre en charge du développement rural devra donner la validation de la libération de ce subside-là dans les semaines, mois qui viennent, en tout cas, quand on leur aura transmis, après qu'il soit repassé au conseil communal, l'ensemble du dossier, avec tout le permis d'urbanisme et le cahier des charges tel qu'il sera défini. Mais donc non, ici c'est vraiment une prise d'acte et il n'y aura pas de changement d'appellation, c'est simplement pour clarifier la situation. Merci, Monsieur Léchevin. Le 7e et dernier point de notre ordre du jour en séance publique concerne le CPS et son budget ordinaire et extraordinaire 2026 ainsi que la dotation communale. Et je passe la parole à Madame la Présidente du CPS. Merci Madame la Présidente. Bien le bonjour à tout le monde. Donc voilà, au niveau du budget, le budget ordinaire initial du CPS donc pour l'exercice 26 s'élève à 5 250 392 €. Pour être précis, afin de permettre au centre de poursuivre ses missions essentielles dans un contexte de contraintes croissantes, la dotation communale est portée de 1 435 896 à 1 545 986. Ce budget donc s'inscrit dans un environnement particulièrement exigeant pour les CPS, marqué par des décisions fédérales majeures dont les conséquences financières et sociales pèseront directement sur les pouvoirs locaux. Alors quelques éléments du budget ordinaire. Au niveau des dépenses, en administration générale, les dépenses de personnel sont en légère hausse en raison de l'anticipation du remplacement d'un agent qui atteint la pension fin 2026. Les frais de fonctionnement restent, eux, strictement maîtrisés dans une logique de gestion rigoureuse. Au niveau de l'aide sociale, les dépenses de personnel augmentent, mais uniquement suite à un glissement de poste. De poste à poste. Une hausse significative des dépenses de transfert est en outre prévue afin d'anticiper évidemment les augmentations de revenus d'intégration sociale, donc conséquence directe des réformes qui vont être d'application ici début janvier. Au niveau de la maison de repos, les dépenses de personnel apparaissent en hausse uniquement en raison de la prise en compte de l'effectif complet. On constate parallèlement une diminution des subsides APE. Les frais de fonctionnement augmentent, notamment du fait de l'externalisation du traitement du linge auprès d'une blanchisserie extérieure. Et au niveau de la réinsertion, les dépenses de personnel et de fonctionnement sont en baisse, en lien avec la fermeture programmée du service de blanchisserie. À l'inverse, les dépenses de transfert augmentent afin d'anticiper de nouveau les engagements d'un nombre plus important d'articles 60 pour le service maraîchage. Au niveau des recettes, alors, tout ce qui concerne les fonds et subsides, la dotation communale, donc comme vous avez vu, connaît une hausse de 110 000 €. Les subsides APE inscrits globalement diminuent fortement. Le subside Maribel continue à baisser. Le CPS remplissant de moins en moins les conditions nécessaires pour une perception optimale. Un prélèvement de 88 660 € est effectué sur le fonds de réserve ordinaire, ainsi qu'un prélèvement de 123 050 € sur les provisions.
Au niveau de l'aide sociale, les recettes de transfert liées à la récupération des revenus d'intégration sociale augmentent mécaniquement en lien avec les mesures d'exclusion chômage. Ce qu'on a en dépenses, on doit le retrouver en recettes. Au niveau de la maison de repos, les recettes sont stables. La maison de repos affiche un taux d'occupation élevé et constant. Au niveau de la réinsertion, la fermeture prochaine de la blanchisserie entraîne une diminution des recettes, évidemment, liées aux prestations. Les recettes de transfert concernant la récupération des traitements, article 60, sont en augmentation, en adéquation avec les dépenses prévues côté maraîchage. Donc, comme chaque année, le projet de budget a été élaboré avec rigueur par Madame Géroville en s'appuyant sur l'analyse de l'exercice précédent et sur les informations qui sont disponibles au moment où on établit le budget. Et ici, concernant toutes les nouvelles mesures annoncées. Donc, l'exercice 26 s'est toutefois révélé de nouveau particulièrement complexe. Les réformes fédérales relatives au chômage sont entrées en vigueur dès janvier 26, sans que les impacts concrets puissent être précisément mesurés au moment où on a constitué le budget. Donc, au moment de constituer le budget, de nombreuses incertitudes subsistaient. Par exemple, quant au nombre de nouveaux dossiers de revenus d'intégration, au volume de demandes d'aide sociale complémentaire, au niveau du soutien effectif de l'État fédéral qu'on pourrait avoir pour renforcer les équipes de première ligne, et aussi au taux réel de récupération des revenus d'intégration. Donc actuellement, c'est des éléments qu'on connaît maintenant début janvier. On connaît le nombre de dossiers exclusion chômage pour la commune de Gesvres qui s'élève à 117. On connaît le montant de soutien financier du fédéral qui s'élève à 15 500, une petite rouette. Et on en sait un peu plus sur les taux de remboursement des revenus d'intégration. Mais ça reste quand même compliqué et prévisionnel. Et donc, parallèlement à toutes les mesures de réforme du chômage, il faut savoir que le calcul du revenu d'intégration va être aussi modifié par l'article 34. Et donc, c'est-à-dire qu'on va devoir tenir compte maintenant des revenus des cohabitants et des allocations familiales, ce qui n'était pas le cas avant. Et donc, il faut savoir que ça va augmenter considérablement le travail des assistants sociaux de première ligne, parce qu'un nombre important de bénéficiaires verra sa situation réévaluée tout au long de l'année 26, certains même perdront leur droit aux revenus d'intégration. Donc face à ces incertitudes majeures, le budget a été construit de manière prudente, en veillant à équilibrer au minimum dépenses et recettes. Concernant la maison de repos, elle continue d'afficher un taux d'occupation élevé et stable. Néanmoins, le déficit demeure important et structurel. La taille limitée de l'établissement, le vieillissement des bâtiments, l'augmentation constante des normes d'encadrement et la hausse des coûts, combinés à des financements insuffisants qui fragilisent continuellement et durablement l'équilibre financier. Le recours au personnel intérimaire reste nécessaire. Une gestion quotidienne rigoureuse est maintenue. Et les démarches en supracommunalité se poursuivent afin de garantir une solution pérenne pour l'avenir. Dans l'intervalle, la qualité de vie des résidents demeure une priorité absolue. Des travaux demandés par la ville ont été réalisés, des aménagements extérieurs ont été effectués. Et sachez que des animations sont proposées 4 jours semaine. Donc notre maison reste un lieu où il fait bon vivre. Au niveau des ILA, elles accueillent toujours 3 familles, soit 17 personnes. L'accompagnement de ces familles, c'est toujours assez complexe en raison de problématiques médicales, psychologiques et voire parfois psychiatriques plus lourdes, ainsi que d'un manque de soutien évident, structurel de la part de FEDASIL. Au niveau de la réinsertion professionnelle, dans la continuité de ce qui avait été fait et de la réflexion menée précédemment pour le service de maraîchage, une analyse approfondie du service blanchisserie a été réalisée. Celui-ci étant déficitaire, ne rencontrait plus les objectifs de réinsertion et occupait des locaux devenus inadaptés. Donc, dans un souci de bonne gestion des finances publiques, il a été décidé de mettre fin à l'activité. Cette décision a entraîné des fins de contrat et des exécutions de préavis qui vont démarrer pour les travailleurs concernés. Sachez que des pistes sérieuses de réorientation et un accompagnement individuel, évidemment, est proposé aux travailleurs. Au niveau de la dotation communale et du contexte global, l'élaboration du budget 26 a nécessité une augmentation de la dotation de 7,6%, intégrant une indexation salariale et les barèmes et les évolutions barémiques, mais surtout les effets attendus des réformes du chômage. Aucune recette fictive n'a été inscrite, bien qu'un recours au fonds de réserve et aux provisions a été nécessaire. Ceux-ci devront être constitués lors du compte.
Après avoir traversé successivement la crise sanitaire, les inondations, la guerre en Ukraine, la crise énergétique, les indexations salariales répétées, une pénurie de personnel soignant qui est toujours d'actualité, l'année 26 s'annonce à nouveau particulièrement exigeante pour les CPS. Les équipes sociales de première ligne seront plus que jamais sollicitées, confrontées à une augmentation de dossiers, à des situations humaines plus complexes, souvent marquées par une grande fragilité psychologique. Il sera essentiel de rester attentif à leur charge de travail et de prévoir, si nécessaire, un renforcement des équipes. Concernant le budget extraordinaire, il est présenté à l'équilibre pour un montant de 58 000 € avec 3 projets, la modernisation informatique et le renforcement de la cybersécurité, pas criminalité, l'archivage et des travaux dans un logement rue Boucher qui sont nécessaires et qu'on ne peut plus reporter. Donc, en conclusion, les défis auxquels les CPS est confrontés se multiplient d'année en année, alors que les besoins sociaux continuent de croître et que les ressources demeurent limitées. Plus que jamais, une gestion prudente, responsable et humaine est indispensable afin de continuer de remplir pleinement nos missions au service des citoyens de Gèvres. Je tiens à remercier sincèrement Madame Géroville pour la qualité de son travail, sa rigueur et sa disponibilité, ainsi que Monsieur Martin pour son expertise. Mes remerciements vont également à l'ensemble des travailleurs du CPS, tous services confondus pour leur engagement au quotidien et leur bienveillance au service de la population. Donc le budget ordinaire et extraordinaire a été approuvé lors du Conseil du 16 décembre et nous vous demandons d'approuver à votre tour celui-ci. Merci beaucoup. Merci Madame la Présidente du CPS. Oui, Monsieur Baudard. Oui, merci. Bon, je ne suis pas le plus grand financier de notre groupe, mais par défaut, je vais prendre la parole, d'autant que j'ai quand même été dans ma courte vie politique 10 ans conseiller de CPS, et donc j'ai vu passer de nombreux budgets, mais c'est la première fois que je vois passer un budget de ce genre-ci. Alors, n'oublions quand même pas que les 4 représentants de l'opposition, de la minorité, n'ont pas voté pour ce budget, mais se sont clairement abstenus. Non, ce n'est pas du tout un budget qui a été voté à la majorité. Alors, nous sommes bien conscients... Non, mais c'était sous-entendu. Alors, il est clair qu'on est tout à fait convaincu qu'il persiste des incertitudes qui planent, ou qui pèsent, comme vous voulez, sur notre CPS, mais sur tous les CPS du pays. C'est vrai que la réforme du chômage, et avec en corollaire l'arrivée d'un certain nombre de nouveaux demandeurs de revenus d'intégration sociale, ce qu'on appelle les RIS, ou même des demandeurs de l'aide sociale, comme vous l'avez souligné, avec les nouvelles règles de manière plus générale, vont impacter notre CPS. Ça, c'est tout à fait clair, et on en est bien conscient. Mais à côté de ça, le fonds de réserve ordinaire, on n'en a pas pris une petite partie. Il est vidé complètement, 88 600 €. Les provisions pour risques et charges, vidées complètement, 123 050 €. On peut clairement dire que le CPAS ne parvient plus à équilibrer structurellement son budget sans puiser dans les réserves, dans toutes les réserves. Et on peut se demander à terme comment la situation va évoluer, sans parler de l'intervention communale. Vous avez cité le pourcentage vous-même, je ne vais pas revenir là-dessus, mais cette intervention est quand même très, très importante, puisque de l'ordre de 110 000 €. Alors, on a l'impression quand même si on a eu des nouveaux éléments début janvier, que les recettes reposent quand même, peut-être en grande partie sur des projections, sur des recettes qui restent en tout cas à l'heure actuelle un peu hypothétiques, puisqu'il n'y a pas beaucoup de garanties légales que la future aide du fédéral va permettre de compenser, en tout cas complètement, les nouveaux dossiers RIS. Alors, le contexte n'est pas simple, et on en convient, mais un budget qui n'est équilibré
que grâce à des réserves complètement et désormais épuisées, avec des recettes, malheureusement, c'est vrai, c'est peut-être pas votre faute, incertaines, et une charge accrue pour la commune, c'était difficile pour nos conseillers de voter pour. Mais nous n'avons pas voulu voter contre, et donc nous ferons, comme je pense le reste de l'opposition, puisque la quatrième conseillère qui représente le deuxième groupe de l'opposition nous a rejoints, nous nous abstiendrons sur ce budget. Merci. Y a-t-il d'autres réactions? Non. Mais donc nous allons... Oui, Madame Damar. Moi, je voulais juste féliciter la présidente du CPS et toutes les équipes pour le travail accompli dans un contexte vraiment très compliqué. Nous allons pouvoir passer donc au vote de ce budget 2026 ainsi que de la dotation communale pour le CPS. Qui vote pour? Ok, nous avons donc 12 votes pour. Qui s'abstient? 6 abstentions et pas de vote contre. Voilà qui clôt donc notre ordre du jour pour la séance publique. Y a-t-il des informations du collège à transmettre? Non? Oui, Monsieur Leschevin. Oui, merci Madame la Présidente. Juste pour souligner et signaler que, on en a déjà parlé, le frelon asiatique est une menace pour notre biodiversité, mais aussi pour la santé publique, parce qu'il apparaît que les nids qui se développent vont probablement se développer, les nids secondaires vont probablement se développer un peu moins haut que les années précédentes, et donc ça va devenir vraiment un risque, notamment pour les personnes qui vont tailler des haies. Et donc, une campagne de piégeage pour les rennes fondatrices va être organisée sur l'ensemble du territoire du parc naturel Cœur de Condro, avec l'aide du parc naturel Cœur de Condro, puisque le parc a fait l'acquisition de 5000 couvercles pour piéger les rennes. Et la distribution et le protocole d'explication seront dévoilés le 28 février prochain à la maison communale. Ça va être transmis sur les réseaux sociaux et par le GEV Info, qui va être distribué, si je ne dis pas de bêtises, dans les 15 jours qui viennent maintenant. Mais donc voilà, soyez attentifs. On aura besoin d'un vrai travail collaboratif pour qu'on puisse diminuer la pression de ce nuisible dans nos régions. Merci, Monsieur Leschevin. Y a-t-il des questions de la part des conseillers? Monsieur Balthazar. Juste par rapport à ce que vient de dire Arnaud, c'est bien que tu en parles parce qu'on a relevé à plusieurs endroits des nids de frelons asiatiques plusieurs fois. Moi, il y avait un terrain où je connaissais la propriété, donc j'ai essayé de la contacter, impossible de la contacter. Quand on est dans ce cas-là, qu'on n'arrive pas à contacter le propriétaire, parce que je pense que c'est lui qui doit charger la destruction, qu'est-ce qu'on doit faire? Compliqué. Monsieur Leschevin. Il y a plusieurs cas de figure. Donc le cas de figure que vous évoquez ici, c'est un cas de figure où on est avec un nid sur un terrain privé. C'est effectivement au propriétaire de la parcelle d'intervenir, sauf si le terrain privé est à proximité d'un lieu public, d'une école ou d'une crèche par exemple, et que l'autorité publique peut estimer qu'il y a un danger. À ce moment-là, alors on peut faire intervenir un tiers. Dans ce cas-là, en fait, on ne peut malheureusement rien faire, effectivement. Donc si le nid est à distance et qu'il ne menace personne, à part l'intervention de son propriétaire, on n'a effectivement pas de marge de manœuvre. Ce qu'il faut savoir, et on va insister là-dessus, la région wallonne donne des primes pour l'enlèvement des nids. Alors on parle bien de nids secondaires, donc pour le moment, le piégeage ici, ça traite juste les rennes qui sont toutes seules. Après le mois de mai, là, les rennes vont quitter leur nid primaire et vont aller dans leur nid secondaire. Ce sont les gros nids qu'on voit dans les arbres à 15, 20, 25 mètres de haut pour le moment. Ces nids-là peuvent être détruits. Ça coûte entre 75 et 200 € en fonction de la hauteur et du prestataire à qui on fait appel. Ce coût-là peut être pris en charge si le nid est à moins d'1 kilomètre d'un rucher reconnu par l'AFSCA.
Et donc, nous, on va faire de la sensibilisation, parce qu'on a une trentaine d'apiculteurs qui sont reconnus par l'AFSCA. Et donc, déjà, ça permet de mailler sur le territoire de Gèvres et donc d'essayer de trouver, quand un nid est dans ce périmètre d'1 kilomètre, eh bien, de faire intervenir la région wallonne. Donc, même le particulier, ça ne lui coûte rien. Il doit juste donner l'autorisation d'une intervention. Mais on va demander que les autres apiculteurs qui ne sont pas reconnus AFSCA fassent la démarche. C'est une simple annonce à faire au niveau de l'AFSCA. Il n'y a pas d'autres démarches à faire pour simplement augmenter le maillage et donc optimiser le fait que le coût pour les privés soit de 0. Merci, Monsieur Léchevin. Y a-t-il des questions de la part des conseillères, conseillers? Oui, Monsieur Raz. J'aurais voulu savoir le nouveau tronçon de route qu'on a fait, route d'Andenne, qui relie le village de Stru, si ces travaux sont toujours sur garantie par la personne qui a fait les travaux, parce que si vous prenez la route pour aller sur Stru, le premier virage après les facultés, tout le nouveau tarmac est sauté. Donc, autant faire jouer la garantie que de encore dépenser de l'argent communal. Voilà. Oui, Monsieur Léchevin. Simplement pour répondre, ce tronçon n'est pas un tronçon sous la responsabilité de la commune. Donc on peut nous-mêmes, je dirais, leur rappeler quand il y a un souci et les inciter à réparer le problème, mais c'est de toute façon pas la commune qui va intervenir à ce niveau-là. Plus de questions? Y a-t-il des questions de la part des représentants de la presse, du public dans la salle? Non. Ben voilà donc qui clôt la séance publique de ce conseil communal. Merci à chacune et à chacun et bonne fin de soirée.